Il est difficile naturellement de faire une synthèse parce que voilà, je vais sûrement en oublier un d'entre vous, vous veuillez me le pardonner. Bon, j'ai quand même 5 ou 6 points importants qui ont été relevés dans le débat. Et je veux respecter complètement ce que nous conseille sans cesse André, c'est-à-dire mettre en évidence ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare, parce qu'on a un gros travail à faire dans ce pays pour justement essayer de rassembler ce peuple qui est malheureusement très segmenté, très fractionné. Alors, un certain nombre de sujets ont été évoqués. Il est bien évident que si un référendum, quel qu'il soit, est organisé, il faut qu'il y ait un quota de participation, sinon la légitimité de ce référendum est nulle, comme vous l'avez tous soulevé. Mais ça, on sait faire, il suffit de mettre en place un quota, point barre, au niveau des inscrits. Deuxièmement, les agoras. Alors, excusez-moi pour le prénom. Moi, je suis tout à fait intéressé par ça, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on essaye de faire. Si on veut faire une constituante, il va bien falloir organiser le peuple en assemblée populaire pour essayer effectivement de le faire débattre. Donc tout ce qui va dans ce sens est positif. Et donc l'Agora rentre dans ce cadre-là et je pense que c'est une bonne chose. Moi je l'appelle autrement, je les appelle les assemblées populaires, mais bon, on s'en fout de la terminologie. Ce qui compte, c'est que le peuple soit rassemblé. Et encore une fois, les Gilets jaunes nous ont donné l'exemple. Rappelez-vous des ronds-points. Qu'entre parenthèses, Macron s'est vite fait de faire dégager dès le mois de décembre, rappelez-vous, parce que ces ronds-points étaient en train de devenir des institutions de dualité de pouvoir. Et voilà pourquoi il les a fait dégager, les ronds-points, pas pour autre chose. Bon, ensuite, on a parlé de mettre en place des actions concrètes, bien sûr. Bien sûr, on n'est pas là pour effectivement débattre et se perdre dans les paroles verbales. Mais les actions concrètes, c'est justement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire des assemblées et discuter d'une nouvelle constituante. Parce que je veux bien qu'on me dise « Ah, mais il suffit de réformer la Constitution actuelle. » Oui, c'est vrai, on supprime l'article 20, ou plutôt on le fait exécuter, l'article 20, qui dit que c'est le Premier ministre qui fait la politique et pas le Président. Ou on peut supprimer le 49.3, ou on peut supprimer l'article 16, etc., etc. Hein, je peux allonger la liste si vous voulez. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Oui, peut-être, dans un mouvement, si vous voulez, qui serait politiquement limité. Mais nous, on veut aller encore plus loin. On veut que ce soit le peuple qui fasse ça. Et on veut qu'il y ait une nouvelle constituante. Et on veut qu'il y ait des assemblées populaires. Donc, je dis que ça, c'est de l'action. Ça, c'est de l'action. C'est pas spéculer sur le secte des anges. Ça, c'est de l'action. Et c'est à nous de l'organiser. Bon, ensuite, on a parlé du mandat impératif. Excusez-moi, cher camarade, Claire. Mais, et là, je rejoins tout à fait Salvatore. Je ne vais pas insister sur le mandat impératif, on pourrait faire des trucs là-dessus, des discussions, mandat représentatif, mandat impératif. Mais ce n'est pas un hasard si le mandat impératif est interdit par la Constitution actuelle. Ce n'est pas du tout un hasard. Et ce n'est pas transformer les élus. Et là, je m'adresse à André, qui sait de quoi on parle quand on parle d'élus. Peut-être d'autres d'ailleurs, mais lui particulièrement. Bon, le mandat impératif ne fait pas de l'élu un mannequin. Puisqu'effectivement, le mandat impératif ne peut pas tout prévoir. Et lorsqu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, eh bien on revient devant son corps électoral et on discute avec lui et on fait des rapports de mandat. Voilà, c'est ça aussi le mandat impératif. Ça n'est pas transformer les élus en mannequins, pas du tout. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'il y a eu une révolution dans ce pays, que ce soit 89, 92, 1830, 1848, 1871, toutes les révolutions européennes, en Russie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Allemagne, en Espagne, et je pourrais continuer, parce qu'il y en a aujourd'hui des révolutions, au Chiapas, au Java et autres, eh bien ils ont tous fonctionné sur le mandat impératif, désolé, sur le mandat impératif, et en tout cas sur la révocabilité des élus. Voilà, et c'est ça qu'on veut faire, si on veut faire une démocratie qui soit une démocratie délibérative. Parce que je vous rappelle que l'ami Sieyès, qui a 230 ans d'ancienneté politique derrière lui, hein, ok. C'est lui d'ailleurs qui a organisé le coup d'État de Bonaparte le 18 Brumaire, ok, 99. Bon, eh bien, c'est lui qui a effectivement mis en théorie la théorie de la souveraineté nationale. Souveraineté nationale à sa cuisine à lui. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale qui devait effectivement incarner la nation et décider pour elle. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Nous, quand on parle de nation et quand on parle de peuple, on veut que ce soit le peuple lui-même qui soit souverain. Et non pas 577 députés.
Et on voit ce qui peut être fait. D'ailleurs, il n'y a qu'à se reporter au fameux congrès de 2008, qui a foulé aux pieds celui le référendum de 2005, qui n'a pas du tout été approuvé. D'accord? Voilà. Et ça s'appelle, c'est clair ça s'appelle un coup d'État parlementaire. Bon, j'ai presque fini, rassurez-vous. Les juges, bon ok, on ne va pas faire un truc là-dessus, il y a plusieurs façons de désigner des juges, notamment l'élection, sur une liste de professionnels compétents. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs façons de déterminer je vous renvoie d'ailleurs à ce qu'en pensait Marx dans la guerre civile en France, des juges. Et vous verrez, relisez ça, c'est très intéressant, ce qu'ils pensent des juges. Bien, autre chose, capitalisme et fraude. Alors là, chers camarades, on aurait beaucoup de choses à dire. On ne va pas s'y étendre. J'ai noté, 8 000 milliards d'euros, ça couvre 3 fois la dette française, c'est très bien. Bon, je vous renvoie, là aussi, excusez-moi, je ne peux pas résister à ce petit plaisir. Le président n'en voudra pas. Pour ce qui concerne la naissance du capitalisme et son développement, eh bien, vous n'avez qu'à vous reporter, parce que ça ne nous est pas interdit. Nous sommes du peuple, mais il ne nous est pas interdit d'être cultivés. D'accord? Eh bien, relisez le chapitre 6 du Capital, et vous verrez comment, effectivement, le capitalisme est né, l'accumulation du capital est née de la rapine, de la fraude, du crime, etc. Voilà comment est né le capitalisme. Donc effectivement, et il continue aujourd'hui. La meilleure preuve en a été apportée tout à l'heure. Le capitalisme a fait de ses victimes ses complices. Absolument. Alors on pourrait discuter parce que là c'est l'idéologie, etc. Bref. L'égalité, légitimité, je crois que André a été suffisamment clair. Vous avez des régimes tout à fait méprisables qui sont tout à fait légales. Je ne reprendrai pas l'image, effectivement, d'Eichmann à Tel Aviv à l'époque. Il s'est réfugié derrière la légalité. Il n'a fait qu'exécuter des mesures légales. Et pourtant, ça a été l'horreur des horreurs. Donc, légitimité et légalité, c'est totalement différent. Ne peut être légal que quelque chose qui est légitime, mais ne peut être légitime que ce qui est directement issu du peuple et de la souveraineté du peuple et de personne d'autre. Voilà. Pour terminer, excuse-moi Président, je dirais que, encore une fois, vous savez ce que disait Bonaparte des constitutions? Elle doit être courte et obscure. Eh bien, nous voulons que les constitutions, elles soient longues et détaillées et effectivement tout à fait claires sur ce qui est précise sur la répartition des pouvoirs. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait 360 articles dans une constitution. Vous savez, une constitution, elle peut être claire et précise et détaillée avec, on va dire, 80 à 90 articles. Qui va prétendre ici que le peuple est incapable, dans ses assemblées populaires, de déterminer une constitution de 90 articles? Qui va prétendre ça? Qui a intérêt à dire que le peuple est incapable, politiquement? Voilà. Donc, attention, lorsque nous disons que nous voulons une démocratie politique et un État républicain et démocratique dans ce pays, ça veut dire que nous sommes d'accord pour dire que le peuple est capable de rédiger lui-même sa constitution. Merci bien.